Bonjour à tous, nous allons maintenant vous présenter notre projet de reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame, le rêve modulaire. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter brièvement l'équipe. Donc, en partant de gauche à droite sur la photo, Michel Ramos, ingénieur architecte diplômé du Politecnico di Milano et de l'ESTP Paris, Vincent Masgonti, moi-même, étudiant ingénieur à l'ENSTIB, Angela Tatiana Arias-Teatin, ingénieur civil diplômé de l'Université Piloto de Colombie, Mélène de Backer, architecte diplômé de l'ENSA Nantes, et Maxence Lebossé, architecte diplômé de l'ENSA Strasbourg. C'est ensemble, en mettant nos compétences individuelles en commun, qu'on est parvenu à aboutir au projet qu'on vous présente aujourd'hui. La proposition de charpente que nous avons conçue s'essaye à solutionner l'aspiration à reconstruire la toiture de Notre-Dame dans des délais courts. Afin de répondre à cette problématique, nous avons choisi de concevoir notre projet au travers du prisme de la modularité, tout en conservant la volumétrie et l'aspect extérieur originel de la cathédrale. Ce que nous entendons par le terme modulaire, nous le définissons selon plusieurs objectifs. Il s'agit tout d'abord d'optimiser l'emploi et la transformation de la ressource bois en utilisant des sections types et de courte longueur. Fabriquer en un même temps des parties différentes de la charpente, concevoir toute la charpente comme un assemblage de modules, être en mesure de transporter ces modules dans un état fini, et enfin assembler la toiture dans son ensemble en flux tendu sans avoir recours à un échafaudage. Mais cette démarche modulaire ne suffit pas pour être en mesure de penser le dessin de la charpente. Notre intention architecturale fut donc de convoquer deux symboles inhérents à la cathédrale. Le premier est la croix latine, qui symbolise la résilience et qui renvoie au culte donné en ce lieu. Le second symbole dont nous faisons usage est celui de la forêt, comme pour faire perdurer éternellement le nom si bien porté par la précédente charpente. Ici, vous voyez illustrer le dessin d'un module dit de ferme. On retrouve dans la composition formelle de la charpente ce jeu d'assemblage des symboles qui donne sa forme et sa matérialité à ce que seront nos modules. À sa façon, le projet replante la forêt qui vient couvrir la cathédrale, ainsi qu'un vaste espace déambulatoire. Vous pouvez voir ici la manière dont nous avons partitionné la charpente dans son ensemble. Chaque partie, nef, transept et croisée, chœur et abside, ainsi que la flèche, sont composées d'un ensemble de modules. Chaque module correspond à une travée dans le cas des parties nef, chœur et transept, où il forme une sous-partie dans la croisée, l'abside et la flèche. Enfin, chacun de ces modules sont eux-mêmes subdivisés en sous-modules afin, comme nous le verrons par la suite, de pouvoir être transportables par voie fluviale et aérienne lors du chantier. L'ensemble des modules sont disposés sur un maillage de portiques et de pannes. Ce maillage permet d'articuler l'orthogonalité de nos modules avec la singularité des murs de la cathédrale. Chaque portique permet de soulager les murs gouttereaux en reportant les charges à l'aplomb de ces derniers. Les pannes assurent l'équerrage et donnent sa planéité à l'ensemble. Elles permettent aussi l'ancrage des modules sur les portiques. Le maillage repose sur des corbeaux, dont nous proposons d'augmenter la récurrence par souci de donner à la charpente une base d'appui rénovée, gage de stabilité et de pérennité. Nous avons établi que la longueur de chacun de ces portiques est unique. En effet, ils devront être fabriqués et disposés au-dessus de l'extrado des voûtes, entre deux points de mur opposés les plus perpendiculaires possibles. Cette démarche s'opère par l'exploitation des données issues du modèle numérique de la cathédrale. Cette approche contemporaine, nous la conjuguons avec des savoir-faire artisanaux, tels que l'assemblage du portique, l'illustre. Ce dernier est composé de poteaux moisés par des contrefiches portant deux poutres assemblées à l'aide de clavettes. Ici sont représentés les modules de ferme. Nef, chœur et transept disposent de leur propre gabarit. Ils reprennent la hauteur du faîtage préexistant, mais la largeur de leur base, la longueur de l'entrée en somme, suit l'écartement des murs gouttereaux. Chaque module crée une travée de 3 mètres de large. Ils sont constitués de deux sous-modules assemblés face à face, posés en partie sur le maillage et sur la race des murs. Enfin, ces sous-modules sont construits à partir de 3 demi-fermes, composés de bois de section égale, essentiellement pensés comme étant assemblés par moisement, mi-bois et tenons mortaise chevillée. Per continuer, on va parler des modules de l'abside. Nous avons réfléchi à deux modules. Le premier module, en forme de demi-cône, et le deuxième, le lien entre l'abside et le module fer du corps. Ce lien va aider au contreventement et au renversement du module de l'abside. Ces deux modules sont subdivisés en deux demi-modules qui se font face au-dessus des voûtes.
Pour ce faire, nous avons pris comme référence le système d'enrayure de l'ancien charpente de Viollet-le-Duc sur la forte dans losange entre l'entrée de la ferme et l'entrée de la demi-ferme. La transmission de ces forts par les biais de colliers à la pansablière de l'abside se fait par les enrayures en forme de polygone. En effet, ce système de desenrayure est produit à différents niveaux de fausse entrée afin d'avoir une meilleure stabilité et rigidité du module. Ce système répartit à son tour les efforts sur les pans intermédiaires de l'abside et les arbalétriers qui descendent les charges. Concernant les points d'appui des modules de l'abside, ils sont également déterminés à partir de la maquette numérique, puisque les murs du corps ne sont pas orthogonaux. De plus, il est nécessaire de reconstruire des corbeaux pour l'intégration des portiques. Dans les modules de l'abside, on a pensé à plusieurs types d'assemblages qui peuvent être réalisés comme des tenons morteux chevillés, du mi-bois et des entailles. La croisée des transepts est divisée en 4 parties où nous retrouvons un support qui nécessite un travail préparatoire pour déterminer les points d'accroche avec les corbeaux, du fait de la non-orthogonalité des murs de Notre-Dame, ainsi que les modules de la croisée qui viennent se poser dessus et les modules de la flèche. Les modules de la croisée des transepts reprennent le dessin du module ferme pour les continuités des différents dessins de charpente, c'est-à-dire qu'elle reprend le dessin en fonction des largeurs de la nef, des transepts et du chœur. Ces continuités permettent donc la création d'un plancher au-dessus de l'extradose de voûte. Nous avons décidé avec notre concept de module de tout de même conserver quelques éléments de la croisée des transepts originels, c'est-à-dire que pour ce qui concerne le support, nous avons pris comme référence la partie basse de la croisée des transepts originels. Les sections sont donc plus importantes que celles utilisées dans nos modules. De la même manière, dans nos modules, afin de rendre à l'identique l'esthétique extérieure, les parties qui ressortent de la charpente où reposent les statues possèdent les mêmes sections de bois que dans la version originelle. Ensuite, dans notre module, nous avons 2 sous-modules qui viennent reprendre le dessin du module ferme, toujours en fonction de leur emplacement. Pour cette raison, les sections utilisées sont les mêmes que celles du module ferme. À l'intérieur des modules, les assemblages sont de plusieurs types. Nous retrouvons donc des tenons mortaises chevillés, du mi-bois, mais aussi des épaulements. Pour garder une cohérence avec l'ensemble du projet, on a également pensé la flèche en module. Ce travail de réflexion sur la flèche nous a aussi poussé à réfléchir à l'aspect maintenance et donc à proposer une flèche différente de celle que Viollet-le-Duc avait érigée. Le principe est simple et repose sur l'empilement de modules cylindriques à base octogonale. Ensuite, chaque module est construit en suivant la géométrie extérieure de la flèche originale. Le découpage des modules il s'est fait assez naturellement en suivant les plateformes et les bases qui étaient présentes sur l'ancienne flèche. Et donc on aura 10 modules qui vont constituer la structure totale de la flèche. Ça va aussi permettre sur chaque module de retrouver les ouvertures et les ornements de chaque partie qui seront obtenus grâce à une surstructure. Entièrement en chaîne, donc la particularité de la flèche autre que la modularité, c'est également la présence de l'escalier donc pour la maintenance. Et donc ça va amener 2 typologies de modules différentes qu'on va voir maintenant. Donc on voit ici les détails des 2 typologies de modules. Donc on voit d'abord le module escalier. Donc celui-là il est présent dans les 3 premiers modules de la flèche. C'est un escalier à double hélice, donc il va avoir 2 fonctions. La première évidente, c'est celle de maintenance, et la deuxième, elle va être structurelle, puisque la double hélice va permettre d'apporter la stabilité et le contreventement au module. Et donc le module va pouvoir être mis en œuvre sans autre forme de contreventement. Ça nous permet d'amener notre escalier assez élégamment dans la flèche. L'escalier il se poursuit sur les 3 premiers modules, permettant un accès simple jusqu'au 4e niveau, et ensuite les dimensions des modules permettent plus d'envisager un escalier intérieur, donc l'accès jusqu'à la pointe de la flèche se fait par l'extérieur par une échelle échelon rabattable, comme il y avait sur la flèche originale. La durabilité de cet escalier est assurée par une conception non piégeante, un limon en V, des fentes dans les marches pour éviter la stagnation de l'eau, et ensuite la durabilité naturelle du chêne dans ce type de conditions nous permet de garantir sa pérennité, d'autant plus qu'avec une maintenance facilitée dans cette partie, l'entretien de cette zone peut être fait plus régulièrement et donc ainsi conforter sa sauvegarde dans le temps. Pour éviter que les volatiles se baladent dans la structure, on viendra également appliquer des filets discrets à chaque ouverture au niveau de la flèche. Une fois que l'escalier n'est plus présent, il faut trouver un autre moyen de contreventer les modules. Donc c'est pour ça qu'on a une deuxième typologie de modules
qui est celle-ci. Et donc le contreventement va se faire grâce à un poteau central qui va récupérer les barres de contreventement venant des arêtes de chaque module. Pour l'instant, les assemblages qu'on propose pour les modules sont assez classiques, tenon mortaise, moise et moisan, quelques mi-bois, tout est chevillé, les modules sont boulonnés les uns aux autres. Tout ça c'est susceptible d'être modifié en fonction du dimensionnement final de la flèche. À certains endroits, vous voyez que les poteaux ils sont doublés. Ça c'est parce qu'on a poussé le concept encore plus loin. Considérant en fait les dimensions impressionnantes que pouvaient obtenir nos modules, donc plus de 10 mètres de haut pour 6 mètres de large pour le plus gros, celui qui s'insère dans la croisée, on a trouvé judicieux de pousser le concept modulaire également dans la flèche en venant réaliser des sous-modules. Donc chaque module est constitué de 4 sous-modules qui représentent un quart d'octogone. Les sous-modules ils peuvent être amenés à avoir un contreventement provisoire, donc ça c'est pour pouvoir assurer leur stockage et leur transport individuel. Et ensuite ils sont réassemblés sur le parvis pour être montés sur la flèche le plus complet possible, donc si possible avec la surstructure, les ornements et la couverture dont Michel va vous parler maintenant. Pour la couverture, nous avons choisi d'opter pour l'alliage zinc-titane, permettant ainsi d'améliorer sa durabilité mais aussi sa malléabilité. Selon notre étude, l'emploi du plomb pour couvrir la cathédrale de Notre-Dame de Paris n'est plus une solution aussi pertinente qu'elle a pu l'être au cours de l'époque médiévale. Le zinc-titane est quant à lui un matériau tout à fait contemporain auquel est associé un savoir-faire parfaitement maîtrisé, autant par des industriels que par des artisans. Son emploi est aujourd'hui courant jusque dans les projets architecturaux les plus prestigieux. Le premier argument qui favorise l'emploi du zinc-titane contre celui du plomb est la toxicité. Le zinc présent naturellement dans notre alimentation a un impact moindre et n'est dangereux que dès lors qu'il est présent en très grande quantité. Les aspects du plomb et du zinc sont très similaires, d'un gris clair tirant vers le blanc par temps sec et au soleil, plus sombre par temps humide. Notre choix de zinc-titane réside aussi par la capacité de ces matériaux à pouvoir être moulés avec une grande précision, garantissant ainsi la reconstitution de toutes les gargouilles et de toutes les modénatures ainsi que les lucarnes présentes sur les pans de la toiture. La liberté de conception offerte par l'usage du zinc-titane nous permet de reproduire la crête comme Viollet-le-Duc l'a imaginé, qui se traduit par une tige de fer qui s'insère à l'intérieur de la moulure en plomb et la pénètre dans toute sa longueur pour ensuite venir se fixer au faîtage. Nous avons repris ce même système pour la nouvelle crête en zinc-titane. Mais afin d'éviter tout problème de corrosion, le tige n'est plus en fer mais en acier inoxydable. Le choix est de mettre des matériaux de qualité car il est difficile d'accès pour la maintenance. Il est nécessaire alors d'avoir des matériaux résistants dans le temps. Cette nouvelle crête est donc fixée au faîtage grâce à une tige bohonnée qui parcourt toute la moulure pour lui donner de la rigidité. Et à cela, on ajoute des accroches de chaque côté du faîtage au niveau du voligeage. Nous éliminons toute possibilité d'infiltration d'eau via cette fixation grâce à un recouvrement à l'aide d'une feuille de zinc-titane qui permet de garantir une continuité de la couverture comme on peut le voir ici dans le détail du faîtage. En ce qui concerne le chaînon, nous avons décidé de prendre une solution classique, également en zinc-titane. La dernière ligne de feuilles de zinc-titane vient recouvrir une pièce plus épaisse afin de servir de support pour le fond de chaînon, fait à l'aide de 2 lattes de bois posées sur des cales en bois, permettant ainsi de créer la pente nécessaire au bon écoulement de l'eau. Pour couvrir la flèche, le chêne étant incompatible avec une couverture en zinc, c'est en sapin que sera réalisée la surstructure qui servira à accueillir les arches et les ornements. On installe alors une surstructure où l'on vient fixer le voligeage en sapin, puis on pose la couverture en tuile ainsi que les moulures en zinc-titane pour redonner à la flèche son aspect originel. Pour la prévention incendie, nous avons pris comme référence le système de sécurité de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et la cathédrale Saint-Pierre à Rennes. Nous envisageons la création de compartiments avec 6 fers couffous de résistance 240. Dans l'image à gauche, on peut observer la composition de ces parois. Ils sont composés par une ossature en bois d'une épaisseur similaire à la section des modules fermes. Cette ossature est comblée par un complexe de lendours roches. Ensuite, le bois et la lendour roche sont enveloppés par des panneaux de plâtre. Cette fer vient en contact, mais sans s'y poser à l'intersection des deux bouts par l'intermédiaire des portiques et des pannes. Cet élément autoportant est maintenu dans sa position par l'appui horizontal qu'il partage avec les modules. Enfin, chaque fer intègre aussi une porte coulissante qui répond aux mêmes exigences de résistance au feu que le reste de la fer. Dans cette image, on peut voir la distribution des 6 fers couffous. 4 d'entre elles sont insérées aux jonctions de la croisée de transept. Pour les 2 restantes, l'une est située au milieu de la nef et l'autre en avant de l'abside. Pour compléter ce dispositif de prévention incendie,
Nous mettons en place par les horloges des accès rapides pour les pompiers comme on peut observer dans l'image à droite. Ces accès seront situés au niveau de la charpente du transept. Pour compléter ce système, il y aura des colonnes sèches qui traversent les différents modules dans la charpente. Au centre de la croisée de transept, la colonne peut remonter dans la flèche pour répondre à ce qui s'est produit lors de l'incendie l'année dernière. Nous privilégions aussi l'emploi de détecteurs dits combinés en multicapteurs qui permet d'identifier la présence d'un départ de feu dès les premières émissions de fumée. Nous proposons également l'installation des extincteurs d'un module sur 3, ce qui permet à l'opérateur de pouvoir réagir avant l'arrivée des pompiers. La conception modulaire nous permet une grande liberté dans le processus de mise en œuvre. Nous avons donc pensé à 3 scénarios. Dans le premier scénario, le scénario unitaire, toutes les pièces sont préfabriquées et transportées telles quelles pour être stockées sur le parvis. Dès lors que les pièces se situent dans un espace hors d'eau, tout le montage et les assemblages des demi-modules se font sur place. Il s'agit alors d'un travail à la chaîne pour construire les portiques, puis les fermes et ensuite les demi-modules. Alors, après réfection de la maçonnerie, ils peuvent être levés par une grue pour être positionnés selon leur emplacement de référence. Ici, ce scénario permet de pouvoir aller chercher la ressource de bois dans un périmètre plus large, étant donné que les demi-modules sont entièrement décomposés. Dans le deuxième scénario, l'ensemble des portiques, des pannes et des demi-fermes sont acheminés par voie fluviale pour ensuite être placés sur le parvis. De là, l'assemblage des demi-fermes pour créer les demi-modules se fait sous un espace hors d'eau et la levée des éléments se fait comme dans le précédent scénario. Alors ici, ce scénario privilégie le fait que les péniches sont chargées de plein et également qu'il y a une bonne maîtrise de la construction des modules. Pour finir, le troisième scénario qui est un scénario 3D, l'ensemble des portiques et des pannes sont acheminés par voie fluviale et levés par une grue pour être positionnés selon leur emplacement de référence. Les portiques et les pannes sont assemblés successivement de l'extérieur des volumes vers la croisée des transepts et une fois que 2 modules sont assemblés, le voligeage supérieur peut être posé et ensuite vient la couverture. Alors ce scénario, il ne nécessite que d'un espace de manutention et de stationnement nécessaire au déchargement des bateaux, ce qui est quelque chose de très intéressant. La modularité, c'est avec ce concept qui a introduit notre projet que nous allons conclure. Né de l'architecture moderne et souvent uniquement associé à la standardisation industrielle, le module est avant tout l'aboutissement de recherche et d'une manufacture de précision. Il permet, comme nous l'avons montré, de s'adapter avec rapidité et justesse à un chantier, celui du siècle comme on l'a souvent entendu dire, né d'un cauchemar, pour finalement nourrir les rêves.